Les Ukrainiens ont développé un drone Shahed sous stéroïdes. Ici à gauche, on voit la copie russe Gérant 2 et ici le nouveau drone ukrainien appelé Behemoth. Plus d'infos dans le rapport actuel. Le 23 mai 2026, 5e année, jour 89 depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue et salutations pour ce rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons surtout les informations d'hier, car je n'ai pas pu le faire alors. Tout ce que nous aurions appris hier apparaît aujourd'hui. Il n'y a pas de gains territoriaux. Mais il y a beaucoup d'autres choses intéressantes. Ici, nous voyons la publicité militaire russe sous sa meilleure forme. Donc, un génie du marketing a soit beaucoup d'humour, soit c'est un vrai troll. Sur un panneau publicitaire pour le service militaire sous contrat, il est écrit en grand « Travail pour de vrais hommes ». Juste au-dessus, on voit le nom de l'arrêt de bus, usine de transformation de viande. Honnêtement, même la satire ukrainienne n'aurait pas pu imaginer mieux. C'est pourquoi cette image semble aussi absurdement appropriée. La Russie mène depuis des années une promotion agressive pour recruter des soldats sous contrat, alors que de lourdes pertes sont subies au front. Des termes comme assaut de chair à canon, hachoir à viande ou petit bonhomme apparaissent de plus en plus souvent dans les commentaires critiques des deux camps depuis 2022. Et cela reflète de plus en plus combien de personnes la conduite de la guerre par la Russie envoie à la mort et comment justement cette manière de faire la guerre est perçue. Le fait qu'une publicité de recrutement se trouve justement à un arrêt portant ce nom donne presque l'impression d'une honnêteté involontaire de tout le système. De nouvelles recherches sur l'usine de drones Alabouga en Russie, où la variante russe du Shahed 136 est construite sous le nom de Grant 2, montrent apparemment à quel point la Russie développe désormais la production de drones Shahed. Les images satellites et les enquêtes montrent de nouveaux bâtiments de production, des dortoirs et des filets anti-drones sur certaines zones. Les mesures de protection sont très intéressantes. La Russie sécurise même les grands complexes de production de drones Shahed avec des filets, preuve que la menace d'attaque ukrainienne à longue portée est désormais prise au sérieux. L'usine est l'un des principaux centres de production de drones russes. Au total, même avant l'agrandissement, les Russes pouvaient en produire, selon l'état-major ukrainien, 550 drones Shahed par jour dans toutes les installations. Par ailleurs, le système ressemble de plus en plus à un mélange d'industrie de l'armement et de contrôle idéologique. Car selon les recherches, des étudiants et de jeunes travailleurs sont recrutés avec des salaires élevés. À l'intérieur du complexe, une surveillance massive, une éducation patriotique et même une propagande stalinienne sont utilisées pour rappeler aux gens les objectifs de guerre. L'État essaie donc apparemment non seulement de produire plus d'armes, mais aussi de créer en même temps un monde ouvrier loyaliste et contrôlé autour de l'industrie de l'armement. D'une certaine manière, le front intérieur doit aussi contribuer à la guerre. L'importance de ces installations augmente. Les drones Shahed sont désormais parmi les principales armes russes à longue portée contre les villes et infrastructures ukrainiennes. Chaque usine produisant ce système devient ainsi essentielle pour Moscou, tant économiquement que militairement. Et l'Ukraine a apparemment présenté sa propre version d'un drone d'attaque similaire au Shahed, appelé le Behemoth. Le système a été développé par Calva Aerospace et Clefa. Selon des rapports, le drone est déjà utilisé au combat. Techniquement, c'est très remarquable, car cela montre que l'Ukraine commence de plus en plus à développer elle-même des systèmes d'attaque de masse bon marché, exactement le type d'arme que la Russie utilise depuis des années pour attaquer les villes et les infrastructures ukrainiennes. Le Behemoth serait doté d'une portée allant jusqu'à 300 km et pourrait transporter une ogive de 75 kg. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la combinaison d'une faible altitude de vol, du mode autonome et de la communication via Starlink. Cela rend le drone plus difficile à intercepter et plus flexible dans son utilisation. Les vols à basse altitude posent souvent problème à la défense aérienne classique. Pour la défense russe, beaucoup de choses restent difficiles, car elle n'est pas assez développée sur tout le territoire. Les temps de réaction deviennent très courts, et c'est ici que la guerre change encore. Au début, l'Ukraine dépendait fortement de solutions improvisées ou du soutien des pays occidentaux pour les drones longue portée et kamikazes. Mais entre-temps, il semble qu'une production industrielle propre de drones soit en train de se développer, car désormais nous voyons tout ce type de drones, fabriqués en masse en Ukraine. Le fait que, dans le même temps, la Grande-Bretagne annonce son plus grand paquet de drones à ce jour et présente un nouveau rôle de production commune avec des partenaires européens montre également à quel point l'Ukraine se prépare désormais à une guerre d'usure technologique à long terme.
Pendant ce temps, les Ukrainiens notent sur un calendrier quelles raffineries ont été attaquées, quand et où, et préviennent qu'il faut rester attentif, car ce n'est pas fini. Cela ne veut pas forcément dire qu'il y aura des attaques, mais cela montre que les Russes restent dans une incertitude totale sur la prochaine cible. Novorossiysk, sur la mer Noire, est à nouveau visé par une attaque majeure de drones ukrainiens. La défense anti-aérienne russe est active au-dessus de la ville alors que de la fumée monte déjà du port. Le terminal de carburant et de pétrole de la ville était l'une des principales cibles, comme le montre aussi Furms. Novorossiysk a une importance stratégique majeure. Le port est l'un des principaux centres russes de transbordement et d'approvisionnement en mer Noire. Là-bas, il n'y a pas seulement les exportations civiles de pétrole et de carburant qui convergent, mais aussi la logistique militaire et une partie de l'approvisionnement de la flotte de la mer Noire. Novorossiysk est à plus de 300 km de la ligne de front. Le fait que les drones ukrainiens atteignent désormais régulièrement ces zones montre l'augmentation de leur portée et profondeur opérationnelle. Un autre problème s'ajoute ici pour la Russie, car la flotte de la mer Noire a déjà déplacé une partie de ses forces actives vers Novorossiysk après les attaques contre Sébastopol. Parce que le port était considéré comme, sûr, si maintenant des drones apparaissent aussi régulièrement là-bas, la Russie perd de plus en plus d'espaces de repli protégés le long de la côte de la mer Noire, et il n'en reste plus beaucoup. À Sébastopol, en Crimée occupée, des restrictions d'achat d'essence sont désormais en vigueur. Chaque personne aurait droit à 20 litres, et des bons pour le diesel circulent aussi. Les autorités évoquent officiellement des difficultés logistiques et tentent en même temps d'éviter la panique. C'est particulièrement délicat sur le plan politique, surtout en Crimée. La Russie a présenté la péninsule pendant des années comme une île totalement stabilisée et sûre, et comme une partie sécurisée du système. Si le carburant doit à nouveau être rationné, cela montre combien l'approvisionnement est sous pression. Les raisons semblent manifestement évidentes. Les attaques ukrainiennes répétées contre les raffineries, les dépôts de pétrole et les infrastructures de transport touchent de plus en plus précisément les cibles qui approvisionnent la Crimée. La péninsule est aussi une impasse logistique, où de nombreux approvisionnements transitent par des routes longues et vulnérables. Hier, nous avons déjà évoqué les attaques contre la route d'approvisionnement terrestre, ce qui rend le pont de Kertch à nouveau plus intéressant. Il semble maintenant confirmer que lors de l'attaque d'hier contre la flottille russe de la Caspienne, un navire lance-missiles de la classe Karakourt a effectivement été touché. La cible était également le Tucha, un navire du projet 22800 qui n'a été intégré à la flotte qu'en 2024 et qui a été équipé de missiles de croisière Calibre ainsi que de missiles de croisière Onyx. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est la nature de l'impact. Des images satellites suggèrent qu'un drone ukrainien FP1 ou FP2 a frappé directement la zone du pont. Et c'est précisément là que se trouvent, sur ce type de navire, les systèmes centraux pour la conduite de tir, la navigation et la planification des missions des missiles de croisière. Cela signifie que, même si le navire n'est pas complètement détruit, ses capacités de combat réelles pourraient avoir été largement réduites. Un navire lance-missiles moderne n'est opérationnel que si ses capteurs, l'attribution des cibles et le contrôle du tir restent intacts. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne, l'équipe Algo Crew, et un remerciement spécial au lieutenant-colonel Rennek, Silla, Dietrich, Freddy et Meyerhofer pour les infos d'aujourd'hui, même à midi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à bientôt pour le prochain rapport de situation.